Voilà, nous sommes donc à l'instant, ça se discute avec nos chroniqueurs, le plateau Grand Débat du soir sur le Grand Soir. Avec eux, ils sont sur place en attendant que les autres ne nous rejoignent. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Théodule. Bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de nous suivre tous les soirs. Très bien, merci d'être là, toujours au rendez-vous. Oui, bien évidemment, comme vous le savez, ils sont avec nous tous les soirs. Julio Tometti, Alphonse Moïse Soudé, François-Xavier Noumon, Delphin Gangana et Victor Bocco. Ce soir, c'est la crème des crèmes. Julio Tometti, merci d'être là. Bonsoir, Théodule. Merci de répondre à notre invitation tous les soirs. François-Xavier Noumon, merci d'être là. Bonsoir Théodule, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Très bien. Nous allons nous intéresser à ce sujet bien politique. Il s'agit donc des vagues de démission qui sont enregistrées au niveau du parti de Force Cori pour un Bénin émergent. Le parti se déplume-t-il de ses valeurs sûres? C'est bien la question qu'on se pose. En tout cas, ces démissions enregistrées ces derniers jours nous amènent à cette interrogation. Rémi Agossou, il y a quelques jours, il a quitté donc les FCB pour d'autres horizons. Ces derniers 48 heures, c'est bien l'ancien directeur général de l'Office national du bois, Clément Kouchade, coordonnateur FCBE dans la 22e circonscription, qui a aussi déposé sa démission. La grande question qu'on se pose, qu'est-ce qui se passe réellement au sein des FCBE, Alphonse Moïse? Non, FCBE, il y a certains qui sont partis, mais il y a d'autres qui ont préféré rester à la maison, veiller sur la maison, dans la seule intention qu'avec le temps, les choses allaient s'améliorer. Mais qu'est-ce que je constate, qu'est-ce qu'il constate avec nous? C'est que le président du parti, le premier responsable du parti, on a l'impression qu'il fait une gestion solitaire du parti, parce qu'il n'associe pas les cadres. C'est ce que les Oui, démissionnaires ont dit. moi je n'ai même pas, j'ai pas écouté, je n'ai pas écouté qu'on appelle les dissidents. Mais ce que je constate, depuis que le chef de file de l'opposition a été installé, il a dit qu'il devait avoir son cabinet. Il ne me dira pas qu'il n'a confiance en personne dans son parti pour mettre sur pied son cabinet. Et puis il évolue chaque fois comment je le vois. Il évolue seul, il fait les tournées tout seul. Donc les gens vont se dire, mais nous sommes là, on a gardé la maison en dépit de l'orage qui a secoué la FCBE. Certains sont partis, mais Kouchadi, c'est un grand monsieur. C'est quand même un cadre qui a la tête bien posée sur les épaules, mais qui est resté dans la maison dans l'intention que, bon, le vent... Et puis, ça ne donne rien. Donc il vaut mieux que quand vous êtes un homme politique et vous avez envie de vous donner un bel avenir politique, vous n'allez pas quand même rester dans un parti où vous estimez que tout est stationnaire. Donc ils ont décidé d'aller explorer d'autres horizons, comme l'ont fait certains. Ils sont restés dans la maison, ils voulaient garder les acquis du régime de fer. Malheureusement, bon, le vent a soufflé, on a vu le derrière de la poule. Très bien. Oui, Julio Tometti, c'est quand même inquiétant ce qui se passe au sein des FCBE. C'est des missions où on accuse le premier responsable de ne pouvoir vraiment pas laisser la main, la possibilité à ces militants, à ces cadres qui l'entourent de s'exprimer, beaucoup de récriminations. Est-ce que l'heure est assez détail, s'il faut ainsi dire? Moi, rien ne m'étonne dans ce qui se passe. Parce que d'abord, apprendre, comment dire, le fonctionnement des partis politiques dans leur ensemble, nous observons quelque peu une mauvaise structuration. Ce n'est pas qu'au niveau des FCB seuls. La notion de parti politique, on a l'impression que ce n'est pas encore incrémenté dans véritablement le fonctionnement des gens. Et donc, les partis politiques, à quoi ça se résume? Ça se résume à des lobbies, à des groupements d'intérêts. Et donc, au sein de ces partis, normalement, qui devaient être, puisque un parti politique peut avoir plusieurs tendances dans un parti politique, et c'est ça qui fait véritablement la force, mais ce n'est pas en fait la guerre des idées, c'est généralement la guerre des intérêts, qui connaît qui est proche de qui, et tant que l'autre n'est pas proche, c'est difficile à vivre. Autant difficile pour le parti FCBE, qui est aujourd'hui un parti d'opposition, quand bien même lors des dernières élections communales, il est arrivé à s'en sortir avec quelques conseillers. Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Paul Roumpet dans sa gestion, comme ils le disent, solitaire,
il y a aussi à analyser ce que les uns les autres pourraient envisager comme avenir politique. Le fonctionnement de FCB aujourd'hui n'augure pas de ce que, avec la recomposition au niveau de la classe politique, notamment de l'opposition qui va s'opérer bientôt, les FCB dans leur fonctionnement actuel, surtout au regard de la force que la loi les a donnée en faisant de leur premier responsable chef de file de l'opposition, au regard de ces formations, les uns les autres vont réfléchir à quoi nous allons assister, quelle sera peut-être l'image du parti à l'Euro 2023 pour les prochaines élections, parce que c'est vrai, on n'est pas militant de parti politique pour le blues de quelqu'un. On a envie de conquérir le pouvoir, on a envie de gérer. Et lorsque vous avez géré une fois et que vous êtes là dans l'attente, vous voyez que l'horizon n'est pas assez clair, mais l'horizon est assez sombre. Ce n'est pas forcément peut-être que Paul Nkpé a fait quelque chose, oui, il y a ça, mais il y a que chacun veut se redéfinir, se repositionner politiquement. Et donc, ça va dans l'ordre normal des choses, du fonctionnement des partis politiques, qui a des recompositions, qui a d'autres qui démissionnent, d'autres viennent, d'autres vont ailleurs, comme le dit le Mercato. Mais il faut remarquer que ce n'est pas la FCB seul. Même au niveau des partis de la mouvance, ça existe, mais généralement au niveau de la mouvance, parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on craint un certain nombre de choses, on n'est pas d'accord, mais on est dedans. Mais ceux qui sont les plus téméraires arrivent quand même à dire non, on n'en peut plus. Et c'est en cela que pour démissionner, ce n'est pas des démissions isolées. On essaie de convaincre quelques d'eux pour que, on parle de démission en bloc puisqu'on est beaucoup, parce que plus on est beaucoup, plus on est moins vulnérable. Donc, la FCBE, s'ils veulent véritablement continuer à être un parti politique d'envergure, ils ont à travailler, à travers le premier leader, à travailler pour reconstruire sa base. Si ça lui échappe, il a donc à reconstruire un travail de terrain, sinon la FCBE risque de disparaître. Oui, François-Xavier Noumon, oui, c'est vrai que Paul Nkpé est accusé en leur sein, bien sûr, de diverses manières, mais de plus loin, est-ce que ce n'est pas l'envie de vouloir, de penser qu'aujourd'hui, quand on dit parti de l'opposition, oui, ce sont des gens qui sont mis de côté, qui sont considérés comme ceux qui sont contre le gouvernement et qu'ils n'auront presque rien. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que les choses ont changé et qu'il y a un statut de chef de file de l'opposition et donc du parti de l'opposition, que les choses ne vont plus se passer comme auparavant? Non, en fait, j'aurais bien voulu qu'on sorte un peu du FCBE, puisque même à l'UP, il y a une démission qui en dit beaucoup, puisque aujourd'hui, par le hasard des choses que j'écoutais dans mon véhicule quand je venais au travail, l'interview du démissionnaire de Calavi, Malik Tokpo, conseiller communal, et le moins qu'on puisse dire, ces explications m'ont fait quelque peu sursauter. Je ne l'ai pas fait parce que je conduisais comme ça pour me... je pense que quand Moïse Alphonse Solé le disait tout à l'heure, gestion solitaire, je pense qu'il y a un corpus, un groupe de mots qui ne nous réconcilie pas vraiment avec la politique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme quand on veut accuser son chien de on l'accuse de rage. C'est la même chose, on dit gestion solitaire. Aujourd'hui on parlait de frustration infligée régulièrement, on ne peut pas savoir exactement. Moi je pense quand même que ce sont des insatisfactions qui justifie un peu cette démission à l'emporte-pièce. Mais encore une fois, c'est quelque chose de tout à fait normal. Les tests le prévoient, les tests ne l'interdisent pas. Dans les amoncellements de formation politique, parce qu'on est allé vers les grands ensembles, évidemment que tout le monde ne peut pas être servi au même moment et en même temps. Donc, évidemment, donc ça provoque un certain nombre de frustrations. Maintenant, pour la force Cori, pour un Bénin émergent, je pense que Paul Nkpé, c'est assez, je ne dirais pas assez classique, c'est appuyé sur, parce que là, il a la gestion, le management du parti à faire, et il y a la fonction du chef de file de l'opposition à assumer. Évidemment, il a son, comment on appelle, il a un certain nombre de personnes sur qui il compte. Là, pour le moment, il n'y a pas d'échéance, vraiment. Il n'y a pas d'échéance électorale. Donc, on ne peut pas parler de guerre de positionnement. Donc, évidemment, de guerre de positionnement par rapport pour... J'en parle de gestion solitaire.
Oui, gestion solitaire. Bon, qu'est-ce qu'il y a, solitaire. qu'est-ce qu'il y a en jeu Et aujourd'hui? peut-être ça rejoint un peu. Qu'est-ce qu'il y a en jeu? On dit ça de tout le monde. Moïse, Si j'écoute, Quand je vous dis gestion solitaire, si j'écoute, dites-moi, dans tout ce qu'il a organisé comme tournée, là, il vient accompagné de qui? Est-ce qu'il est accompagné d'une équipe? Moi, je n'ai pas vu. Partout, il est passé que pour se présenter en tant que chef de file de l'opposition, je ne l'ai pas vu. On n'a jamais dit dans le reportage que Paul Vumpa et son équipe, on a toujours. Il est toujours allé. Mais écoutez, il ne peut pas travailler seul. Oui, mais qui vous dit qu'il travaille seul? Ah bon, donc, Il n'a pas besoin de s'afficher avec toute l'équipe quand il va visiter les ça, personnalités. c'est intéressant. Évidemment, c'est lui le chef de file de l'opposition. Quand il va voir le président de la Cour constitutionnelle, c'est pas son équipe a peut-être fait le travail en amont et lui va à son rendez-vous institutionnel. Quand je fais le croisement avec ce que j'ai entendu ce matin par rapport à l'UP, c'est pratiquement la même chose. Le monsieur dit, je pense qu'il était un baron de la RB et qui trouve que vraiment on ne le satisfait pas. Il faut être sérieux, il faut être clair en disant si j'ai bonne mémoire de ce qu'il a dit. Et le journaliste lui a demandé est-ce que c'est pas une question de position et tout ça. Il dit non, que c'est pas une question d'argent et tout ça, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur parce que le journaliste mettait en parallèle le fait qu'il a été reçu quelques jours, je pense, dans la semaine par le ministre Biotchané du BR. Donc, est-ce que ce ne serait pas un appel du pied vers de plus vers pâturage? Non, il disait que non, c'est juste... voilà. Donc, ça voudra dire que si on fait le rapprochement avec ce qui s'est passé à Bomen-Calavi, peut-être que c'est la nomination de Madame Christelle Dan. C'est l'une des premières conséquences de cette nomination à Godomé, qui est la démission de ce membre important de l'Union progressiste, de ce conseil communal de l'Union progressiste. Donc, écoutez, quand les gens voient peut-être l'horizon bouché, ils se disent, bon, on regarde un peu où est-ce qu'on peut aller se faire valoir. Mais ce qui a fait tilt dans ma tête, c'est quand le monsieur dit il a toujours son parti de départ en tête. C'est-à-dire que lui, c'est le clan RB dans l'Union progressiste. Donc on n'est pas encore allé dans l'esprit de beaucoup de monde. On n'a pas encore passé ce cap. On n'est pas encore allé, comme Julio Tomenté le dit, dans ces grands partis, il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir des courants. D'ailleurs, c'est ce qui est souhaitable, pour qu'il y ait des débats dans le parti. Mais on a encore le parti d'origine, on se dit, est un cacique de ce parti. Et dans mon arrondissement, ils ne peuvent pas gagner sans la RB. Il a dit clairement, ils ne peuvent pas gagner sans la RB. Donc, je ne comprends pas pourquoi on m'inflige ce sort. Donc, il y a encore beaucoup d'écueils dans ce processus de constitution des grands ensembles et certainement qu'on va encore assister à d'autres démissions, à une certaine reconfiguration de la classe politique. Rémi Agossou, je pense qu'il est allé plutôt vers le MPL, si vous MPL, bien sûr. Le MPL. Bon, c'est un autre parti d'opposition, il n'était pas satisfait de l'autre côté, donc il va renforcer les jeux. Je voudrais donner une précision que j'avais déjà abordée ici la dernière fois, notamment pour le cas de Calavi. Vous savez, avec ces vagues d'arrestations, je disais que le parti politique majoritaire dans ces localités devait prendre position pour rassurer les militants, voir comment peut-être raccommoder les choses. Parce qu'ils vous souviennent, comme l'a dit François David tout à l'heure, quand vous prenez le maire, l'ex-maire Bada, c'est un membre de l'UP. Non, un membre à l'origine de la RB. Exactement. Tokpo est membre de la RB. L'ancien CA, Bernard Hunguer, c'est la même chose. Donc, en fait, quand on prend Calavi Centre et aux alentours... Hunga, bien sûr. Hunga. Quand on prend Calavi et aux alentours, ce sont ceux-là qui se croient être les maîtres de terre. Voilà. Et donc, on devait leur faire la part belle. Mais aujourd'hui, quand vous observez au sein des conseillers UP de Calavi, au niveau des arrondissements, au niveau de la mairie, la plupart, ce sont ceux qui sont venus dans l'UP en construction, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas en fait un parti d'origine comme la RB. Et donc, comme certains le disent, ce sont les jeunes, d'accord, qui viennent s'accaparer de tout le travail de fond qui aurait été fait par ces partis d'origine-là, qui avaient forte influence. Donc, il revient au parti de travailler à rassembler les uns et les autres autour d'eux. Parce que les gens là se sentent frustrés, voyant qu'ils n'ont plus de résonance au sein du parti, comme si on ne les considère plus, c'est-à-dire ils vont chercher ailleurs pour montrer maintenant que
véritablement, si vous avez été là, si vous êtes fort aujourd'hui, ou bien si nous sommes ensemble forts aujourd'hui, c'est en majorité grâce à nous. Et ça ne serait pas au bénéfice du parti. Ça va devenir comme nous l'avons reprobé entre-temps en venant dans ces grands ensembles, que ce soit on assiste à des jeux de ping-pong, quelqu'un vient ici, vient là-bas, ainsi de suite. Ça va dénaturer un peu l'idée même autour de la réforme du système partisan que nous avons souhaité de tous les vœux et que nous sommes en train d'implémenter. Très bien, oui. Et nous a rejoint au cours du débat Victor Bocor. Merci d'être là, Victor. Merci Théodule. Bonsoir à vous, bonsoir au plateau et bonsoir à ceux qui nous suivent depuis leur petit écran. Très bien. Alors, votre compréhension, sinon votre analyse de ces vagues de démission au sein des FCBE et également au sein des autres partis. Les FCBE en l'occurrence, puisque ces derniers jours, c'est de ça qu'on est en train de parler. Surtout un parti de l'opposition. D'abord, il faut retenir que l'adhésion à un parti politique est libre. Et donc, le départ, évidemment, il est également libre. Donc, libre à tout un chacun d'adhérer à un mouvement politique, à un courant politique, à un parti politique. Libre également à ces derniers de parti quand ces derniers se sentent pas à l'aise, quand ces derniers ne retrouvent plus peut-être les idéaux qui, au départ, les ont conduits à adhérer à un ensemble, adhérer à un parti politique. Mais pour revenir au fait, il se fait justement que ces mouvements que nous constatons, d'ailleurs le Bloc républicain également a connu cette vague, l'UP n'est pas à l'abri. Parlons du cas FCBE. C'est d'abord FCBE en tant que chef de file de l'opposition, mais c'est à l'interne de FCBE une certaine consolidation des énergies qu'il faut chercher à retrouver. Et il y a certains qui ne se retrouvent pas au niveau, justement, aujourd'hui dans l'idéologie des FCBE, qui pensent qu'ils pourraient être utiles ailleurs. On pourrait chercher ces causes de démission aussi dans le management du parti, dans la considération que peut-être les dirigeants à un niveau plus supérieur ont pour les autres membres, justement, du parti. Mais ceci dit, il faut retenir en fait que pour un parti politique, on y adhère librement, on peut partir librement. Et quand vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec les idéologies prônées, quand vous sentez que vous n'êtes pas écouté, vous avez deux attitudes. Soit vous restez, vous taisez, ou soit vous décidez de montrer que vous avez une certaine force, vous avez quelque chose à montrer, et vous partez justement vers le parti politique qui est à même de vous écouter, ou au sein duquel vous sentez que vos idées peuvent éclore, peuvent triompher. Je pense que les démissions doivent être recherchées là. Fort heureusement, nous sommes loin des élections législatives. Fort heureusement. Loin parce que la fièvre aujourd'hui n'est pas dans le positionnement, mais plutôt dans certaines considérations de comment est-ce qu'on me considère dans le parti politique, comment est-ce qu'on m'écoute, quelle est ma part de responsabilité dans un parti politique. Et quand les acteurs sentent qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ne sont pas intégrés comme il se doit, ils se disent, bon, autant mieux aller ailleurs. Il n'est pas exclu que le positionnement de 2023 puisse déjà commencer par émouvoir, par pousser les différents acteurs à se positionner. Et oui, parce que, écoutez, nous sommes en 2021 et bientôt le débat va se faire sur la question des positionnements. Mais tout de suite, nous pouvons dire c'est des questions de malcompréhension au sein des partis politiques. Encore qu'à l'heure du système partisan, les partis que nous avons, écoutez, c'est des conglomérats. Quand on prend l'Union progressiste, par exemple, ce n'est pas l'actualité, mais quand on prend l'Union progressiste, c'est un ensemble d'acteurs qui sont retrouvés. Ils nous viennent de l'Union fait la nation, de d'autres composantes. Quand on prend le Bloc républicain, c'est un conglomérat de 170 partis et mouvements alliés qui s'y retrouvent. Il faut que les différents acteurs retrouvent l'idéal commun, qui les mobilise et au nom de ce idéal-là qu'on cherche à avancer. Oui, Alphonse Moïse Soudé, oui, quand on parle de cette démission, pourquoi Larsen a été mis sur FCBE, c'est le parti chef de file de l'opposition. Et là, ça suscite beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'il, au regard de vos analyses en tant qu'analyste politique, quelle orientation pouvez-vous proposer à cela pour que qu'on n'en vienne pas là? C'est quand même le chef de file de l'opposition et on vient de commencer, de faire l'expérience
de chef de file de l'opposition. Et c'est le parti qui en est là. Sur ce même plateau, quand nous avions fait une émission sur la désignation de Paul Ronquin comme chef de file de l'opposition, je disais qu'il a 2 défis à relever. C'est d'abord réconcilier la FCBE avec elle-même, c'est-à-dire arriver à fédérer toutes les énergies et tous les courants politiques qui se développent dans ce parti-là. Et le second défi, c'est de se faire accepter par les autres partis dits de l'opposition. Donc le problème est là parce que, écoutez, personne ne peut me dire que lui vient dans un parti politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Il vient pour occuper des postes de responsabilité, il vient pour être positionné par rapport aux différentes élections. Donc quand vous êtes dans un parti et que vous sentez que vous avez des aptitudes, des compétences qu'on n'exploite pas, et que vous n'êtes pas écouté, alors que 2023 n'est pas loin, déjà, le positionnement, ça se chuchote déjà dans le groupe. Et on a dit, il faut que la FCBE se batte pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Parce que quand vous êtes parti de l'opposition et que vous n'êtes pas là où on légifère, vous êtes toujours parti perdant. Donc aujourd'hui, certains quittent les partis politiques pour d'autres parce que l'avenir est sombre. Ils n'ont pas la certitude que pour 2023, ils seront positionnés. Et puis, si les gens ne sont pas positionnés pour 2023, il y a certains qui politiquement seront finis. Donc aujourd'hui, ça commence déjà. Parce que c'est vrai que quand moi je parle de gestion solitaire, je ne parle pas, je ne suis pas dans le parti, mais je parle à partir de ce que je vois. Parce que j'ai dit ici, certains n'étaient pas d'accord, il dit, mais M. Paul Ronquin fait la tournée des institutions. Il faut que M. Paul Ronquin se batte d'abord pour asseoir la FCBE, qui est le parti qui le porte. Parce que s'il est responsable d'un parti et que derrière lui, c'est la coquille vide, qui va le soutenir en cas de difficulté. Donc je dis, il gagnerait à faire tout pour que, au-delà d'être accepté par toute l'opposition, qu'au moins dans son parti politique, la FCBE, qu'il soit respecté, il soit accepté. Et cela demande de lui qu'il fasse, j'ai dit, si c'est concret, extraordinaire, pour qu'on s'entende. Parce que la politique, c'est une affaire d'intérêt. Dans les autres partis aussi, vous allez bientôt commencer, vous allez voir comment les gens vont partir. Si à un moment donné, je sens que je ne vais pas être positionné, il vaut dire mieux que je parte vite pour aller chercher un point de chute. Ce n'est pas la première fois. Donc, bientôt, parce que on a parlé de la réforme du système partisan, mais ce n'est pas encore ancré dans les habitudes. Vous allez voir. Vous voyez comment le ministre Sabin Boilé est parti. Il est parti avec les gars. On dit les gars avec qui il était arrivé, c'est eux qui se sont associés. Et puis, ils sont partis. On a dit quelqu'un, par exemple, au nord, première circonscription, quand il démissionnait, il est parti avec tous les gars qui l'ont suivi quand il venait. Donc, déjà, on n'a pas encore enlever de notre mental les anciennes pratiques. Dans UP, dans BR, dans tous les autres partis, il y a encore de petits regroupements. Ceux qui ont... Parce que ce qui fait le drame, des gens qui se sont combattus sauvagement se retrouvent aujourd'hui dans le même parti politique. Il y a question de tendance. Donc je dis, toutes les guerres et toutes les démissions qui ont commencé maintenant, c'est que c'est déjà 2023 qui s'annonce. On ne va pas attendre 2022 pour faire la liste. On ne va pas attendre 2023 pour faire la liste. C'est maintenant déjà que les alliances se nouent et se dénouent dans les partis dans le cadre de la confession de la liste de la liste pour 2023. Parce que certains diront, mais Tonton Pion a déjà été député 4 fois, 5 fois, quand même, qui nous permettent, nous aussi, que nous allions. On n'est pas là tout le temps pour applaudir. Nous aussi, on veut être sur la liste pour être député. Donc, déjà, quand la tendance se présente, on n'est pas sûr d'être positionné. On dit, et si j'allais chez Xavier, peut-être que j'ai la chance d'avoir une place, même si c'est suppléant, j'ai la chance d'avoir, je vais prier pour que le titulaire soit nommé quelque part. Bon, je ne vais pas envisager le cas, que le titulaire soit nommé quelque part pour que je siège. Donc, c'est en fait cette guerre-là qui a déjà commencé maintenant. Oui, Julio Tometi, votre avis, comment est-ce qu'ils peuvent déjà entrevoir l'unité au sein de ce parti? Chef de file de l'opposition, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai été d'abord quelque peu malheureux que la première expérience de la réforme du système partisan, en ce qui concerne la loi sur le statut de l'opposition, désignant le chef de file de l'opposition, et le financement des partis politiques,
Parce qu'on ne peut pas évaluer, par exemple, cette réforme-là, notamment en cette matière, sans se référer à Paul Ronquin. Et jusqu'à voir aujourd'hui, il ne dégage pas, selon moi, ce leadership, en fait, pour conduire, en fait, cette opposition, pour que, à l'aune de l'évaluation, on puisse véritablement avoir on peut quand même pas avoir la matière. Chef de file de l'opposition tapageux qui non, crie ce n'est pas à une question de tapageux, c'est une question d'imprimenter le leadership. Et lui-même, en tant que chef de l'opposition, et comme l'a dit Moïse Alphonse tout à l'heure, il n'a pas forcément besoin lui-même de s'afficher à tout bout du champ. Il travaille et il constitue en fait quelque peu le dernier rempart ou le repère lorsque on finit quelque peu de se chamailler un peu sur le terrain. Il est en retrait. C'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui que Paul Ronquin se fasse véritablement accompagner aussi bien techniquement que politiquement. Mais nous avons l'impression que peut-être s'il a techniquement, c'est peut-être en soudine, il a peut-être ses canaux, il a peut-être comment il fait ces choses. Mais ce que nous constatons, nous ne voyons pas en fait le chef de l'opposition, le pouvoir qui lui a été donné, nous ne voyons pas, ou le leadership qu'il doit dégager, nous ne voyons pas ça en Paul Ronquin. Au-delà de sa carrière de chef de l'opposition, de sa position, les FCBE ont une histoire. Le FCBE a une histoire et Paul Ronquin, avec sa clique, s'était positionné comme celui-là qui, au-delà de tout... Sa clique, son groupe, vous voulez dire. Bon. C'est celui-là qui, au-delà de ce qu'on pouvait penser à ce moment-là, qui était venu sauver, si on peut le dire, l'image de ce parti politique qui quand même représente beaucoup pour une grande majorité de Béninois à une époque donnée. Et aujourd'hui, voir ce parti sombrer, encore que ce n'est pas de l'extérieur que c'est sombré, mais de l'intérieur, ce n'est pas le combat ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est comme si, à un moment donné, on s'est regroupé pour préserver notre intérêt et peut-être les plus habiles, à un moment donné, quand ils ont eu leur part du gâteau, d'une certaine façon, se foutent des autres. Et les autres, chacun ira commencer par chercher son chemin. Et c'est encore malheureux, déplorable pour le fonctionnement des partis politiques, pour ce que nous voulons, en fait, l'image que les partis politiques devaient refléter au regard des réformes envisagées et engagées. Très bien. Je ne peux pas. Non, je dois réagir. Je ne peux pas être témoin. Je ne peux pas être témoin de ces attaques en règle contre les chefs de file de l'opposition. Ah non. Nous défendons cette architecture institutionnelle. En quoi Paul Ronquin est affaibli. Jusqu'à preuve du contraire, il a encore six mérites. Non. Attends. Il a parlé d'un certain leadership. Je crois que c'est pas la Laissez-moi répondre. Le leadership peut s'exprimer de différentes manières. C'est le même Ronquin qu'on connaît depuis des années. Il a toujours fonctionné ainsi. Il n'a pas besoin de faire grand bruit. Avant d'être secrétaire exécutif, chef de file de l'opposition, il n'a pas besoin de faire grand bruit. C'est son leader, c'est le leadership tranquille. Donc, non, c'est pas une ironie, c'est le leadership tranquille. Donc, n'attaquez pas la légitimité du chef de file de l'opposition. Le pouvoir, son parti, qui vous dit que son parti est affaibli? Il a perdu une mairie? Non, à ce que je sache. Il a encore ses élus. Il y a quelques mécontents. Il a perdu une mairie, il a perdu Parakou. Oui, Parakou, oui. Bon, ça, c'était... C'est pas un petit morceau, Parakou. Bon, c'est pas un petit morceau, mais bon. Il a FCBE, mais bon, il y a quelques insatisfaits qui ont préféré tourner dos parti à cause de leurs intérêts personnels. Ça se passe partout, dans tous les partis. Oui, mais donc pourquoi vous dites que la FCBE s'en soit affaiblie? Malheureusement, pourquoi malheureusement? Sur le cas FCBE, je veux dire ceci. Écoutez, c'est le chef de file de l'opposition, ça, on le lui reconnaît. Et il joue pleinement sa partition. Merci. Oui. Et il est rentré. Non, Paul Ronquin est rentré dans une démarche de mise en commun des forces de l'opposition. Je crois que même qu'il a même annoncé la création d'un cadre de concertation pour phagocyter les énergies de l'opposition. Il se fait de votre parti. Le parti qui non, le parti FCBE, ce sont les règles. Soit vous suivez les règles, soit vous partez ailleurs. On a vu les Yarou. Nous avons écouté Victor. En fait, il se fait que sur ce terrain-là, il affiche clairement son leadership et il y va avec les moyens qu'il a. Malheureusement, vous savez, quand vous mettez dans cette posture,
vous prétendez être de l'opposition, il y a forcément à côté cette autre opposition qui souhaiterait être à votre place et qui souhaiterait vous diminuer justement dans vos prérogatives pour montrer en fait que vous n'incarnez pas cette opposition-là et que la vraie opposition, elle est ailleurs. Il y a ce combat qui se fait au sein même de cette même opposition qu'il ne faut pas occulter. Écoutez, Boni Yahi est parti, il y a les démocrates qui aujourd'hui qui constituent une certaine résonance. Et quand on sait que les démocrates sont partis avec une certaine substance des FCBE, on peut dire alors qu'au sein même de cette opposition-là, il y a problème. Il y a restauré l'espoir, il y a d'autres partis. Ils existent toujours. Si Azanaï continue par donner de la voix, c'est que restaurer de l'espoir existe. Non, pour revenir, pour dire en fait que nous allons vers 2023, les démissions, écoutez, vont venir en cascade simplement parce que les gens voudront représenter une frange de la population qui gagne. Et des gens vont vider des partis politiques quand leur intérêt sera menacé pour aller consolider d'autres partis politiques. Leur intérêt égoïste. Égoïste ou pas, le jeu politique voudrait qu'à un moment donné, des acteurs se détachent et s'associent avec des forces émergentes. Si des courants ne représentent pas l'avenir, d'autres vont vider ces partis politiques pour aller justement vers des partis politiques qui portent l'avenir et avec qui ils espèrent mener encore d'autres luttes et espérer gagner. Et Paul Moumpé, au niveau des FCBE, a intérêt au jour d'aujourd'hui à rallier toutes les forces qui existent, à ouvrir grandement son parti à d'autres acteurs pour que le FCBE retrouve cette flamme d'attente. Je veux juste faire une remarque. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle de démission au sein de la FCBE et on finit par s'attaquer à Paul Moumpé. Quand on parlait de la démission de Malik Togo tout à l'heure, depuis qu'on parle de l'UP, personne n'a parlé de Bruno Amoussou. Donc, le sujet, c'était la démission de la FCBE. Il y a quelque chose que Paul Moumpé n'est pas en train de voir. Et je vais le lui dire. À cet allure-là, il se fera botter à la touche par René Agossa pour lui prendre la tête de l'opposition. Il n'a qu'à faire attention. Nous sommes sur un terrain politique. Pas avant 2023. Voilà. Je sais, ça se prépare déjà. C'est à croire que ces ambitions ne vont pas au-delà de 2023. Et puis, s'il ne se lève pas trop tôt pour réconcilier d'abord. Parce que c'est important, hein, il doit réconcilier d'abord la FCBE avec elle-même. Parce qu'au-delà de tout, c'est au nom de la FCBE qu'il a été désigné chef de file de l'opposition. Donc, si le parti qui doit vous supporter en cas de difficulté est en lambeau, les élections s'approchent. Et par rapport au positionnement, si le parti de René Agossa, qui aussi a des ambitions de devenir un jour chef de file de l'opposition, propose à ceux qui se sentent mal logés dans la FCB de venir, on va les mettre sur les... C'est comme ça, c'est le mercato qui va bientôt commencer. Il y a une nuance qu'il faut faire. FCB n'est pas à lambeau. Écoutez, oui, c'est ce que vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous prouve? Il y a eu des départs. Aujourd'hui, le défi pour Paul Moumpé, c'est de réussir à repêcher des acteurs, c'est de réussir à rétoffer davantage son parti politique pour espérer être une certaine force qui s'oppose aux autres forces politiques qui existent. C'est ça le défi. Écoutez, si vous avez un parti politique que des acteurs décident de partir, vous ne pouvez pas les retenir, mais vous avez par contre l'obligation d'étoffer davantage votre parti politique. On se contente de son titre ronflant de chef de file de l'opposition et pour lui dire c'est largement suffisant. Vous voyez ça? Non, vous ne voyez pas de... Ça, c'est un jeu de valeur. Voilà. Rien ne prouve que il la a force... certainement, en tant que chef de file de l'opposition, son programme qui doit dérouler. Rien ne prouve que la force correspond à un parti en lambeau. Rien ne le prouve. C'est pas parce qu'il y a des démissions que le parti serait en lambeau. Et c'est tout à fait normal. Un parti politique n'est pas un bloc monolithique. Tout le monde n'est pas obligé de s'entendre au sein d'un parti. Ça arrive tout le temps et ça arrivera encore. L'essentiel pour son parti... Vous trouvez tous des arguments? Non, je ne trouve pas d'argument. Un parti politique n'est pas un bloc monolithique. On n'est pas en Corée du Nord. Je vous dis, à cette allure, si Paul Moumpé, chef de file de l'opposition, ne se réconcilie pas avec son parti, ne se réconcilie pas avec les autres partis de l'opposition, en 2023, nous allons avoir le même schéma à l'Assemblée nationale. Et c'est quoi déjà le schéma?
C'est qu'il y a seulement 2 partis qui vont encore siéger là-bas. Parce que vous mangez le nez, vous ne vous organisez pas. Comment pouvez-vous obtenir des sièges? En face de l'UDBN, De toute Je dis façon, en 2023, si l'opposition ne s'entend pas. du PRD, qui également a Pourquoi fuité vous les armes. vous voulez mettre dans ma bouche ce que je ne veux pas dire? Vous savez, aujourd'hui l'opposition, Oui. dans une large mesure, à la côte, si on peut le dire. Parce que le vœu des Béninois aujourd'hui, le vœu des acteurs politiques, c'est que le Parlement prochain soit ouvert à l'opposition. C'est-à-dire que les rapports de force vont forcément changer. L'opposition doit aller au Parlement. En fait, tous les Béninois dans leur grande majorité, sont d'accord avec le principe. Donc, c'est déjà une côte, d'accord, pour les partis de l'opposition, sur lequel ils peuvent se greffer pour consolider davantage leur base. Parce que l'argument sera normalement plus facile pour eux en 2023 à l'orée des échéances électorales. Mais si il n'y a pas une organisation autour, si ils ne travaillent pas à se réconcilier, à se consolider, et c'est de la responsabilité du chef de file de l'opposition. Si l'opposition n'arrive pas à aller au Parlement en grande masse, je veux même tenter de le dire, en grande masse, c'est-à-dire Paul Rumpin aura échoué. Il y a une nuance. Je pense que Paul Rumpin, peut-être qu'il y a, en tout cas, la FCBE, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de vouloir coûte que coûte rassembler l'opposition. Parce qu'il y a un problème de leadership aussi. Le problème de FCBE, c'est d'être présent au Parlement. Il ne veut pas tirer. On ne tire pas un âne qui ne veut pas boire. Il ne va pas se coucher pour que les autres partis, parce qu'on lui reproche, il fait ce qu'il peut. Je pense qu'il ne peut pas aller au-delà d'un cadre de concertation. Si les gens ne le veulent pas, il trace son signon et puis il travaille pour son parti. Parce qu'au-delà de tout, ce qui est important pour lui, c'est de travailler, de perpétuer la domination de son parti. Il ne faut pas qu'il poursuive. Il ne faudrait pas, en voulant faire le rassemblement de l'opposition, finir par noyer la FCBE. Vous ne voulez pas quand même, parce que à ce jeu, il peut-être redonnera du tonus. Il n'est pas dit, par exemple, qu'avec les démocrates, que en fait, il pourrait y avoir match entre les démocrates et la FCBE, par exemple, si les deux partis allaient aux élections. Donc, après, il y a le calcul politicien. Est-ce que la FCBE a réellement intérêt à ce que le regroupement de l'opposition se fasse? Est-ce que ça ne va pas leur entailler des voix sur le terrain et les empêcher de garder ce type de fil de l'opposition? Il y a aussi un calcul politicien. Après tout, ils ne vont pas se sacrifier pour le reste de l'opposition. Tant qu'eux, ils sont de l'opposition et ils sont présents au Parlement, l'opposition vivra. Donc, n'en voulez pas à Paul Rumpin d'affiner sa stratégie. Il n'est pas obligé. Il a, en tout cas, de ce qu'on a pu voir, quoi qu'on lui reproche, il a déjà fait beaucoup. Il a fait un cadre de concertation pour les opposants. Avec Donc, vous, voilà. que Paul Rumpin ait la mission que la FCBE se retrouve au Parlement. C'est une ambition légitime. Oui. Mais est-ce qu'il se met dans la tête? Est-ce qu'il a l'intention de dresser le chemin pour ça? Parce que si la FCBE doit aller à l'opposition, c'est évident qu'il ne peut pas réconcilier toute l'opposition. Mais tout au moins le parti qu'il dirige, qu'il commence par les rassembler. Il y a quelques démissions qui sont parties en Vous lambeaux. savez, écoutez, moi depuis... D'accord, nous allons, vous si le vous le défendez. permettez. Mais je dis et je répète... Moi, je m'attendais à ce que, quand on dit un parti qui a le chef de file de l'opposition, c'est à quoi je m'attendais, c'est qu'il y a des départs d'autres partis pour rejoindre FCBE. Qu'on aille débaucher des gens. En fait, non, pas qu'on aille débaucher forcément. En politique, on débauche. Que d'autres démissionnent d'autres partis, que pour j'entends, rejoindre. même des partis de l'opposition, même de la mouvance, démissionnent, d'accord, pour rejoindre le FCBE. Parce que... Ça peut arriver. Bon, on l'espère bien, ça dépendra, comme je le dis, de Nous son allons, leadership. si vous le permettez, nous allons évoluer, aborder d'autres sujets. Oui. Attendre 2 mois de la clôture des candidatures pour les législatives pour réconcilier ces partis. De toute façon, le chef de file de l'opposition, Paul Rumpin, a son programme. Il travaille peut-être en sourdine et que les jours à venir, il va dérouler son programme. Et nous allons tous assister à cela. Maître de son agenda de toute façon. La mesure interdisant l'exploitation des produits vivriers vient d'être levée. C'est le Conseil des ministres de ce mercredi qui l'a décidé. Les producteurs vont s'en réjouir. Aujourd'hui, oui, le commerce, les transactions pourront aller
véritablement dans le bon sens. Et les producteurs, les commerçants, tous ceux qui sont en tout cas dans le système sont aujourd'hui heureux d'entendre cette grande décision qu'on espérait, puisque c'est depuis le 16 juin dernier que ça a été, un arrêt a été mis sur ce mouvement, Julio. Oui, je demande d'abord, je fais remarquer d'abord que en fait c'est l'ordre normal des choses, que selon le principe de la liberté du marché, que quelqu'un qui a ses produits soit en mesure de pouvoir le vendre, l'acheminer un peu partout comme il le souhaite, surtout avec le principe de libre circulation des personnes et des biens. Au sein de l'espace CEDEAO, il ne devait pas avoir cette sorte d'interdiction. Mais sur des questions de gouvernance, lorsque la loi du marché est en train de prendre certaines proportions qui empiètent sur sur la subsistance même en fait des populations, le gouvernement est à même de prendre un certain nombre de mesures, des mesures que certains appelaient, les mesures même les plus provocatrices d'une certaine façon. Et donc aujourd'hui, la question que je me pose, ces mesures ont été levées, mais est-ce que ce qui a entraîné, ce qui a mené à prendre les mesures, est-ce que ça a été déjà réglé? Est-ce que par exemple les prix sont stabilisés? Parce que c'était deux difficultés. La première difficulté, ce sont les stocks que les gens ont constitués et qu'ils attendent, et ça fait partie de la pratique commerciale, qui attendent qu'il y ait rareté, d'accord, que les prix flambent avant de sortir. Parce que l'autre chose, c'est que on a vu qu'au niveau, lorsque on fait l'exploitation de ces produits, ça arrange beaucoup plus parce qu'on vend, à des coûts un peu plus élevés. Et donc, il y a une masse d'exploitation. Et la masse d'exploitation crée également la rareté, d'où la flambée des prix. Je me demande aujourd'hui, est-ce que les prix sont stabilisés au niveau qu'il faut et accessibles à la bourse des populations pour que la mesure soit levée? Je veux espérer que oui. Et je vais espérer que dans les jours à venir, des mesures, des dispositions sont prises pour que, même si ces prix ne sont pas encore arrivés au niveau où ils étaient il y a de cela 6 mois, 7 mois, je vais espérer que dans les jours à venir, dans les mois à venir, l'équilibre du jeu commercial se fasse pour que les prix des denrées essentielles puissent quand même atteindre la proportion qu'il faut pour être le plus accessible que possible. Oui. Victor Boko, comment avez-vous reçu cette information, vous? Quelle analyse vous en faites? Non, la nouvelle, elle est bonne. Mais il faut préciser, il faut dire ceci. Écoutez, c'était une mesure exceptionnelle que le gouvernement a eu à prendre à l'issue d'un conseil de ministres parce qu'il avait une difficulté. À l'interne, les coûts ont renchéri. Les populations semblaient crier parce qu'il y avait cette difficulté-là d'aller sur le marché et avec le peu qu'on avait, de revenir avec un panier qui était plus ou moins achalandé. Alors, le gouvernement a décidé alors de prendre cette mesure exceptionnelle, d'éviter en fait que nos produits traversent les frontières pour alimenter un autre marché. Je sais qu'entre-temps, le même Conseil des ministres avait décidé qu'un comité ad hoc soit installé. J'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la documentation ou le rapport, les conclusions auxquelles sont parvenus ce comité ad hoc là. Et mieux, je n'ai pas pu constater en fait que le comité ad hoc a eu à faire des propositions qui ont fait l'objet d'un autre conseil des ministres qui a agi sur le coût des produits. Mais je constate cependant qu'aujourd'hui, nous en arrivons à lever cette barrière et donc à lever cette exception. Je tire pour conclusion que, écoutez, chaque individu qui se fait vacciner permet simplement que la vie reprenne. Autrement dit, parce que pour moi, dans l'analyse que je faisais, c'est que les difficultés que nous avons eues étaient fondamentalement liées au Covid-19, qui a désorganisé le marché, qui a désorganisé les circuits de production. Et conclusion, les bateaux qui devaient arriver, bof. Et même si cela arrivait à compte-gouttes, mais la quantité de marchandises qui devait arriver était réduite. Et par conséquent, ça créait un besoin réel sur le terrain. Mais pour revenir au niveau des produits vivriers,
Bon, le gouvernement a tenté de le justifier avec la rareté des pluies. Alors, on peut dire aujourd'hui que les pluies sont là, en abondance. Ça peut être un facteur et également puisque les pluies sont revenues. Mais aux côtés de cela, la mesure elle est bonne parce que nos producteurs ont eu quelques difficultés. À savoir que les différents partenariats, les différents circuits de distribution qui existaient avec d'autres organismes et autres ont été un temps soit peu mis à mal, ce qui a créé à leur niveau également quelques difficultés. À l'interne, on peut se dire que le marché également refait surface, les produits sont plus ou moins disponibles, mais pas encore ce qu'on aurait espéré. L'ouverture, elle est bonne, mais il revient encore au gouvernement de prendre encore d'autres mesures. Oui, Moïse Alphonse Soudé, l'autre inquiétude, et ça rejoint un peu le développement des uns des autres, c'est de savoir, est-ce qu'après cette levée, est-ce que l'on ne va pas retomber dans les mêmes travers comme par le passé? Est-ce qu'il y aura un système de contrôle de ces prix, d'harmonisation de ces prix, etc. Parce qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le maïs est au prix non réel, etc. Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Je crois qu'avant de lever la mesure, on a apporté des solutions idoines aux causes initiales qui ont amené le gouvernement à prendre cette mesure. C'est-à-dire que désormais, les produits sont disponibles sur le territoire, les produits sont accessibles à toutes les bourses. Donc, si le gouvernement a levé la mesure, c'est qu'on a pu régler ces problèmes-là. Mais il faut dire que certains ne vivaient que de ça. Sortir vos produits et aller les vendre cher à l'extérieur. Et quelque peu. Et puis et affame le peuple, leurs concitoyens. Mais c'est au plus offrant. Et je crois que Julio l'a dit ici. Je peux vendre mon gari à Dakar à 800 la mesure et que j'ai les moyens d'envoyer mon gari là-bas. Je le fais parce que le producteur, c'est vrai, il produit, c'est pour faire des chiffres d'affaires. C'est pour faire le producteur n'est pas philanthrope. C'est pas un philanthrope. Il ne produit pas pour faire plaisir aux gens, mais il veut vendre et gagner des bénéfices pour se réaliser. Donc je dis, si le gouvernement est allé jusqu'à lever la mesure, c'est qu'on a trouvé des solutions. Et que d'ici à là, les prix viennent de commencer. D'ici à là, les produits seront disponibles et que si nous allons sur le marché, on peut facilement trouver ces produits parce qu'il y a des gens qui avaient gardé leur stock et dès qu'on a levé la mesure, vous allez voir, à partir de demain, les véhicules vont commencer par aller vers le Nigeria, le Togo, le Burkina, un peu partout. Est-ce qu'on a pris les dispositions pour quand même contrôler la sortie? Parce qu'il ne faut pas que les gens envoient tout là-bas. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'est parce que tout sortait et que sur le terrain, on ne trouve pas. Donc, je crois savoir que le gouvernement, on ne sait pas ce qui se trouve dans le rapport du comité qui a été mis en place. On n'en a pas connaissance. Mais si on est allé jusqu'à lever la mesure, c'est qu'on a dû trouver des solutions adéquates et que d'ici à quelques jours, nous allons remarquer la disponibilité et l'accessibilité financière de ces produits-là sur le terrain. Très bien. Oui, François Avènement. Oui, généralement, l'interdiction d'exportation, c'est souvent pour couper l'herbe sous le pied aux spéculateurs. Parce que quand M. Alphonse Moïse Soudé parlait de producteurs, en réalité, dans ce que nous avons vécu, les producteurs, généralement, sont les dindons de la farce. Parce que ce sont les distributeurs les commerçants qui prennent en fait le gros. Quand vous prenez un paysan, je ne sais pas, à Tchoumi ou à Zayanando, lui, tout ce qui lui importe, c'est d'évacuer ses produits. Vous pouvez peut-être lui mettre 100 francs en plus, 200 francs en plus, il est content. Mais c'est ceux qui viennent prendre les produits borchamps qui organisent la spéculation. Donc interdire la sortie, c'est couper l'herbe sous le pied de ces clients-là. Maintenant, je pense qu'il y avait un problème de disponibilité des produits. Il y a un seuil qui fait que on peut laisser libre cours à ces activités transfrontalières. Je pense que l'année passée, on a juste connu une augmentation d'environ 6%. En tout cas, une augmentation inégale quand même des produits, les produits viviers dans leur ensemble, que ce soit le maïs, comment on appelle, le manioc, ainsi de suite. Donc en griffe, c'était juste, et d'autant plus que dans les pays de l'Interland, les pays comme le Niger, le Burkina, faisaient un appel d'air parce qu'eux, ils vivaient des situations autrement plus difficiles. Donc ça laissait libre cours
à une exportation à tout va. Donc l'opération a consisté à ralentir un peu ce processus et permettre quelque peu de stabiliser les prix. Je pense que cette levée de l'interdiction va avec, je pense, le potentiel de récolte qu'on devrait faire cette année. Mais pour le contrôle des prix, ça, en temps normal, les services du ministère du Commerce devraient le faire tout le temps, puisqu'il y a des départements qui sont disposés, qui sont destinés à le faire. Donc, gageons juste que le contrôle des prix, que cet exercice-là soit maintenu pour qu'on puisse garantir un niveau de prix acceptable aux populations et noyer un peu tout ce qui pourrait avoir comme poche de spéculation. De spéculation, oui. Et il y en a qui se disent déjà, oui, nous sommes, le 15 août est passé, mais le prix des tubercules d'igname n'ont véritablement pas baissé sur le marché, c'est encore disponible, c'est encore cher. Et si on se pose cette question, est-ce que avec cette levée, les choses ne vont pas s'aggraver? C'est un peu comme ce que vous êtes non, il faut déjà dire que quel est l'état de la production même d'igname. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, même dans les bassins où on cultive l'igname, il y a beaucoup d'autres produits, d'autres cultures qui se sont introduites, notamment le coton qui est victime de son succès. Beaucoup ont laissé certains produits, ceux qui travaillaient les produits vivriers pour planter du coton, simplement parce que c'est rémunérateur, la filière est très bien organisée et voilà, beaucoup sont allés de ce côté-là. Donc il y a aussi le niveau de production qui fait que quand bien même l'affaire de l'igname soit passée, que les prix ne soient pas descendus. On devrait en avoir suffisamment. Les producteurs, les agriculteurs sont les mal lotis. Il y a des spéculateurs qui ont gardé des stocks, qui ont parcouru villes et villages pour acheter des stocks. Et les gens ont acheté des stocks, maintenant qu'on a levé la mesure, et ils vont sortir leurs produits. Rien ne les oblige à les vendre sur le territoire national. Ils peuvent sortir leurs produits parce que c'est ça la réalité. Vous savez, quand vous allez dans les villages, le jour du marché, on dit, si tu veux acheter le poulet, on n'attend pas que le président vienne au marché, tu vas lui couper la route et tu achètes moins cher. Donc, c'est ce que il y a des gens qui ne connaissent rien du champ, mais qui ont les moyens d'aller acheter chez les paysans et les revendre très cher. Donc, je crois que moi, l'essentiel pour moi, il faudrait que dès demain, peut-être bien dans le week-end, que ces produits-là soient disponibles sur le terrain et que l'on puisse avoir les moyens d'en acheter. Parce que si on lève la mesure que le produit n'est pas disponible et que le peu qui est disponible est davantage cher, ça va poser un problème. Très bien. Oui, Victor Bokro. Sur la question, je l'ai dit, je suppose que le système s'auto-régule avec l'ouverture et que les dispositions soient prises. Que les différentes structures soient peu regardant de la sortie de ces produits. Et moi, surtout sur la disponibilité des produits sur le marché local, c'est en cela que moi je m'en tiens. Écoutez, œuvrons à ce que le marché local soit très bien fourni, parce que la spéculation, elle peut toujours arriver. Et à côté de cela, il y avait des mécanismes qui permettaient à l'État de faire le stockage nécessaire, de retourner ces produits aux populations à des coûts bien réduits. Je crois qu'il y avait les magasins témoins. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui ce que c'est devenu exactement. J'aurais souhaité en fait que ces différents mécanismes soient réactivés. Très bien. Oui, Julio Someti. Non, en fait, moi, je voudrais vous faire part d'une anecdote que j'ai vécu, j'ai suivi. C'est une amie qui est allée au nord pendant une semaine, elle est revenue. Et que c'était pour aller faire un investissement. Donc, des céréales qu'on a louées, des magasins qu'on a pris, on a fait ce qu'on fait, et pour stocker. Et quand on stocke pour un peu plus de 2 millions, on stocke, on reste tranquille, on voit le prix, on voit le niveau de prix. On voit quand ça va atteindre un peu plus de 150% du prix normal, on peut commencer par vendre. Mais le mal est que des fois, il y a le revers, le prix chute complètement, il y a avarie et vous êtes obligé de sortir. Donc, comme l'a dit, c'est un peu le jeu de marché. L'autre chose, c'est que j'espère bien que
notre IAM ne va pas commencer par aller Au Nigeria. à une vitesse française au Nigeria, au Niger, ainsi de suite, pour que ça redevienne encore plus cher qu'il ne le soit actuellement. Voilà. Donc, notre argument est compromis. Hein. Merci. François-Xavier Dumont, en conclusion. On va réduire La quantité. on va réduire la boule. Ça va devenir un peu plus solide. Désormais, si tu mangeais 2 boules, tu passes à 4 boules. Hein. Voilà. Non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Je pense que si le gouvernement a pris cette décision, c'est que la disponibilité des produits est constatée et que les autorités compétentes les structures compétentes vont veiller à appliquer un contrôle de prix strict, quitte à punir quelques spéculateurs qui exagéraient un peu, parce que la spéculation, vous ne pouvez pas empêcher la spéculation. Hein. On est dans un... C'est pas vous et moi qui spéculons parce qu'on n'a pas Très bien. moyens. Merci. Quand savez-vous, monsieur? Merci à vous, François-Xavier Dumont, Victor Bokov, Moïse Alphonse Soudé, Julio Tometti. Merci à vous aussi qui nous avez suivis jusque-là.